avez-vous dû faire la politique pour obtenir la reconnaissance de votre projet? Et si oui, comment? Bah, moi, en plus, je suis dans des sujets assez politiques, c'est-à-dire que mes clients, c'est aussi des élus. Donc non, je ne fais pas de politique pour le coup. Mais en revanche, je comprends les enjeux de la politique. Moi, je m'intéresse beaucoup à la politique. Mon grand-père maternel était un grand homme politique, notamment. Euh, mais, euh, mais en fait, l'enjeu, il est le même quand c'est ton entreprise ou quand tu travailles pour une entreprise. C'est-à-dire que oui, il faut savoir s'adapter à la personne qu'on a en face de nous et on ne travaille pas forcément avec, et ça typiquement, je l'ai vécu en entreprise, hein, on ne travaille pas forcément avec les personnes avec lesquelles on aimerait travailler et pourtant, bah, c'est la vie et concrètement, il faut apprendre que bah, c'est pas le donneur d'ordre qui va changer, mais c'est à toi de t'adapter à lui. Donc, moi, ça a toujours été ma façon de faire. Je sais que c'est pas très à la mode parce que quand je vois les plus jeunes qu'on recrute, et ben ils veulent tout de suite et il faut que leur boss il soit comme ci, comme ça, etc. Mais en réalité, ça n'existe pas. C'est-à-dire que globalement, on a tous des qualités, on a tous des défauts et les personnes en face doivent s'adapter à ces qualités, ces défauts. Et donc, globalement, de la politique directe, j'en ai pas fait. En revanche, je sais que faut savoir faire un peu de politique dans une entreprise pour monter. Et ça fait partie, je pense, malheureusement, parce que souvent, c'est pas les meilleurs du coup qui arrivent à ces postes-là. Mais en fait, c'est des choses qu'il faut intégrer comme un élément et jouer avec, quoi. Donc j'ai toujours la même boîte. N'oubliez pas de marquer tout votre nom, numéro de téléphone et de métier. Et je répète, beaucoup de gens, et c'était ça qui est merveilleux, aujourd'hui ou ailleurs, représentent presque plus de 160 métiers. Et donc, on a eu une question de Madelina. Réinventer le commerce de proximité, quel sera le futur besoin et donc la future solution? Je pense que le besoin sera le même, c'est-à-dire un besoin de praticité, de complicité, d'être sûr qu'on aura les bons produits, d'avoir des quartiers qui soient vivants avec des commerces qui gagnent leur vie parce qu'aujourd'hui, et je peux vous le dire parce que ma grand-mère a toujours son magasin, il y a 20 ans, elle gagnait beaucoup de sous avec son magasin, aujourd'hui, elle n'en gagne plus. Parce que c'est de plus en plus compliqué pour le commerce de proximité d'exister. La solution, je ne sais pas. Enfin, je pourrais pas. J'ai une idée évidemment, mais je suis pas devin, donc j'ai pas la solution. En tous les cas, une des solutions, c'est d'équiper les commerçants avec des outils pour vendre plus et mieux à la fois en magasin, qui leur permettent d'accéder à ces plateformes e-commerce facilement parce que le but, c'est pas d'ajouter une nouvelle charge de travail aux commerçants parce qu'il a déjà beaucoup de travail. Et c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur cet angle-là. Maintenant, une des solutions, ça va être aussi, moi, je pense qu'il y a aussi un aspect très politique autour de ces questions, puisque le commerce, ça représente à peu près 8%, si je ne dis pas de bêtises, du total des emplois en France. Et donc, la question, c'est déjà, est-ce que les commerçants de proximité, dans les conditions qui sont les leurs actuellement, avec des horaires qui sont, on s'en rend vraiment pas compte, mais les commerçants, ça fait partie des gens qui travaillent le plus et qui gèrent le plus d'emmerdes, entre guillemets, puisqu'ils gèrent, ils font leurs approvisionnements, la gestion de leur stock, ils ont du BFR qui n'est pas forcément bon, puisque ils achètent la marchandise avant de la vendre. Ils ont des vendeurs, donc c'est des choses à régler, des plannings à faire, etc. Ils ont des clients qui ne sont pas forcément les plus sympathiques. Et donc, c'est des métiers qui sont durs physiquement, mentalement. Et en fait, jusqu'à quand ces commerçants accepteront de faire ce métier s'ils n'en vivent pas ou s'ils en vivent mal? Donc, je pense qu'il y a quelque chose aussi à réfléchir autour de ça. Comment on fait pour que les commerçants de proximité
arrivent à vivre de leur travail. Maman, elle a son agence à Antony et elle disait, nous faisons un métier extrêmement prenant. Comment envisagez-vous votre leadership en tant qu'épouse et maman? Donc, tu es épouse. En fait, je pense que donc, je suis épouse et effectivement, je serai bientôt maman. Je pense que, bon, du coup, je ne sais pas puisque je n'ai pas encore d'enfant. Mais globalement, déjà, moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui me soutient beaucoup dans ce que je fais et qui est extrêmement compréhensif et qui comprend que j'ai besoin de travailler et on a plutôt un rôle inversé, c'est-à-dire que c'est plutôt, lui aussi travaille énormément, il a une super société, ça cartonne, etc. Mais je veux dire, il n'est pas du tout macho. Il fait plus de choses que moi à la maison. Donc j'ai vraiment la chance d'être aidée d'avoir épousé quelqu'un qui soit aussi attentionné et qui comprenne vraiment que m'épanouir professionnellement, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans ma vie à moi. Après, je pense que là où nous, les femmes, on a vraiment un super pouvoir par rapport aux hommes, c'est dans notre capacité à gérer plusieurs choses en même temps. Parce qu'effectivement, on en parle peu, mais quand on a des enfants, on a aussi d'autres joies, évidemment, et puis aussi d'autres emmerdes, parce que l'enfant, il est malade, on est inquiet, il a des mauvaises notes à l'école, ou il se fait maltraiter par d'autres. Enfin, voilà, en gros, on vit pas juste pour nous, on vit aussi pour d'autres. Et voilà, après, j'espère que j'arriverai du coup à gérer l'ensemble. Je pense que c'est possible. Moi, ma mère, elle est avocat, elle a toujours énormément travaillé et on est 4 et elle s'est extrêmement bien occupée de nous et on est extrêmement proches. Et moi, j'ai jamais eu l'impression de manquer ni de temps ni d'amour de ma mère. Après, je pense que tout est une question de priorité. Il y a peut-être des choses qu'on fait avant d'avoir des enfants, qu'on ne fait plus après, puisqu'on n'a plus de temps. Mais en fait, comme ce que je disais un peu au préalable, c'est-à-dire que je pense que le temps, personne n'en a. Le temps, on décide d'en allouer sur des sujets et que du coup, c'est à nous de prioriser en fonction de nos objectifs à nous et de ce qui est important pour nous. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais c'est aussi pour ça qu'il y a moins de femmes dirigeantes. Ce n'est pas parce qu'elles sont moins bonnes, c'est juste que certaines femmes privilégient le fait de passer, par exemple, beaucoup plus de temps avec leurs enfants et d'être sur des jobs à mi-temps, etc., sur lesquels c'est plus difficile d'évoluer, évidemment, parce que leur priorité à elles et leur bonheur à elles réside en ça. Mais c'est un choix. Et en fait, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait une espèce d'égalité qui nous permette de choisir nos priorités. Moi, je dirais que c'est un choix de l'univers, parce que dans ma carrière, moi, j'ai eu un père au foyer, on les appelle Mr. Mom. Donc, mon mari élevait mes 3 enfants. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de PDG de grandes entreprises, de grandes sociétés comme Facebook ou de British Petroleum ou British Telecom. Et ils ont tous leur mari qui sont restés à la maison. Donc, quand la femme peut avoir ce soutien, et tout à l'heure, tu avais parlé de magazine de maternité, et j'étais en train de dire, oui, peut-être ça c'est un problème. Peut-être dans le magazine de maternité, on doit mettre le père. La France oui et non, parce qu'en réalité, mon mari, ce sera, je pense, le meilleur père de la Terre, puisqu'il adore les enfants, il est vachement plus enfant même que moi. Et pourtant, la maternité, ça reste quelque chose, quand tu es enceinte et qu'il n'y a pas le bébé, d'assez abstrait pour un homme. Donc c'est, bon, je sais pas. Mais en tous les cas, voilà. Mais je pense qu'on peut aussi réussir en ayant 2 parents qui travaillent et sans qu'il y ait forcément quelqu'un qui soit obligé de rester à la maison, quoi. Oui, et c'est pour ça,
D'ailleurs, moi, j'étais élevée par un gouvernant, mais ma mère a assuré que je sois également élevée par mon père. Et j'étais effectivement euh, euh, j'étais moins par ma mère, j'étais moins éduquée par ma mère, ce qui est un peu paradoxal. Et je reviens parce qu'avec Tatiana, ça m'avait échappé. Donc, Tatiana avec Procter Gamble qui se lançait sur des projets de pop-up store avec des produits un peu spécifiques. Donc, je suis contente. Elle est partie de la France en Espagne, mais je compte toujours sur elle pour Wire en Espagne. Et on a eu quelqu'un sûr qui est dans l'alimentation saine et elle posait la question, pensez-vous qu'on puisse réussir à développer uniquement au projet autour de l'alimentaire sain via le digital ou est-ce que c'est le canal physique et également à développer? Et je pense à toutes ces autres notions. Il faut savoir que 95% des produits alimentaires sont achetés par des femmes. Donc, comment tu envisages tout ça? Alors, ça dépend. Enfin, j'ai pas la prétention de penser que j'ai la réponse à cette question. Après, ce que je sais, c'est que j'ai des amis qui sont lancés justement dans tout ce qui était alimentation saine et que au début, c'est beaucoup plus facile de faire du chiffre avec des points de vente physiques, puisque la beauté du physique, c'est quand même le trafic naturel. Donc, si on ouvre un point de vente dans un endroit où il y a du trafic, globalement, on a plus de chances de faire du chiffre d'affaires. Alors que le online, on en parle peu, mais c'est quand même compliqué puisque si tu ne fais pas des campagnes d'acquisition ou si personne ne te connaît, personne va venir chez toi. En plus, c'est des tout petits paniers. Donc concrètement, pardon, j'enlève mon pull, j'ai un peu chaud. Concrètement, faire des campagnes AdWords, etc., sur des tout petits paniers, c'est des choses qui ne sont pas du tout rentables. Donc moi, en fait, je l'aurais un peu fait à l'envers, c'est-à-dire que j'aurais d'abord ouvert un point de vente physique et puis j'aurais fait le site e-commerce qui permet aux clients finaux d'acheter ce qu'il y a dans mon point de vente physique, mais en ligne aussi. Parce que tu avais parlé de Sheryl Sandberg qui t'inspirait dans ta carrière. Est-ce qu'il y avait d'autres femmes? Non. Enfin, moi, j'adore. Par exemple, Margaret Thatcher, alors on l'aime ou on l'aime pas, mais quand tu t'intéresses un peu à son histoire, à sa famille, qui elle était, ce qu'elle a fait, comment elle a transformé le pays, je trouve que c'est quelqu'un qui est effectivement très dur, mais aussi très inspirante. Je ne parle pas du choix politique parce que je ne suis pas forcément d'accord avec sa politique, mais en tous les cas, en tant que personnalité, en tant qu'individu, c'est quelqu'un qui est extrêmement inspirante. Il y en a d'autres, hein, il y a Simone Veil, enfin voilà, après, c'est un peu la tarte à la crème des femmes inspirantes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes, pardon, qui sont inspirants et j'en ai parlé notamment au préalable. Oui, moi, justement, je suis arrivée quand il y avait Giscard d'Estaing et je ne savais pas tout ce qu'il avait fait pour la femme. Effectivement, on oublie quand on est ça. Et si tu pouvais revenir en arrière, que ferais-tu et changerais-tu quelque chose à ton parcours? Non. Non? En fait, je pense que je ne changerai rien parce que je suis quand même fière de ce qu'on a réussi à faire. Quand je dis on, c'est mon équipe et moi, parce que c'est un ensemble. Je n'ai pas fait ça toute seule. Et que si tu changes des choses, en fait, ça change ton futur aussi. Et que pour l'instant, je pense qu'on a pris quand même les bonnes décisions. Et puis après, peut-être que dans 20 ans, je vous dirais qu'il y a des choses que j'aurais fait évidemment différemment. Mais dans les choses structurantes, je considère que j'ai réussi à monter une entreprise avec un vrai aspect à la fois sociétal et économique fort. Alors, est-ce que ça marchera? Je ne sais pas, j'espère. Et ça, on verra. Mais en tous les cas, je ne regretterai rien de mon expérience entrepreneuriale, même si c'est dur. Je pense que c'est hyper important de bien s'entourer,
s'entourer avec des personnes bienveillantes, de pas forcément écouter ce que disent tous les gens autour et de croire vraiment en soi et en ses intuitions. Et voilà, enfin, dans mon parcours, j'ai eu un parcours assez classique puisque j'ai fait une école préparatoire, j'ai passé des concours, j'ai eu une bonne école. Enfin, alors oui, j'aurais pu faire une meilleure école à la limite, mais je ne pense pas que ce soit très structurant dans la vie. Je pense que là où on apprend le plus, c'est dans le monde du travail et pour le coup, j'apprends beaucoup et même encore. Donc j'espère que ça continuera comme ça. Et quelle est ta vision sur l'immobilier responsable, l'économie circulaire et zéro carbone dans la construction de demain, même si tu es digital? Je pense que c'est hyper important parce que c'est des sujets qui sont vraiment d'actualité et qui vont impacter notre quotidien à tous, il faut que dans chaque activité, les gens soient responsables, pas juste pour le marketing, mais parce que c'est important que que le monde continue d'exister et que on peut pas nier. Alors, il y a des gens qui le nient, hein, mais c'est quand même difficile de nier qu'il y a eu des forts changements climatiques. Et voilà, donc après, la question, c'est dans quel monde on a envie de laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. On se rend compte que globalement, ça évolue extrêmement vite et qu'il y a de plus en plus d'habitants et c'est important d'être responsable dans sa façon de construire et surtout quand on a un impact aussi important que l'immobilier dans l'industrie, quoi.